Quand j'avais 21 ans, je me retrouvais souvent seul dans la maison de mes parents. Nous habitions au bord d'un petit étang qui se trouvait directement dans notre jardin. De l'autre côté de l'étang, il y avait un petit parc municipal. Nos voisins étaient assez espacés. C'était un quartier plutôt huppé et cher comparé au reste de la ville, donc les propriétés étaient grandes. J'ai définitivement déménagé maintenant. Mais à l'époque, j'étais encore étudiant. Mes parents gagnaient bien leur vie et nous avions plusieurs résidences, donc j'étais souvent seul à la maison. C'était une nuit d'été, ordinaire. J'étais en vacances, donc je ne me souviens pas si c'était un week-end ou un jour de semaine. Mais comme j'étais à la maison, c'était probablement un jour de semaine quelconque. J'étais dans la véranda à l'arrière de la maison, en train de regarder une émission. C'était ma pièce préférée en été, car elle était la plus confortable et offrait la meilleure brise avec toutes les fenêtres ouvertes. J'étais assis dans le coin du canapé le plus proche de la fenêtre d'angle, quand j'ai entendu des éclaboussures venant de l'extérieur, comme dans l'étang. Ça aurait pu être une oie ou un canard. Parfois, ils se battaient dans l'eau et faisaient beaucoup de bruit en éclaboussant. Donc, au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais comme le bruit persistait, j'ai décidé de baisser le volume de la télé et d'écouter. J'ai même collé mon oreille à la fenêtre et j'ai entendu des éclaboussures constantes, beaucoup trop fortes pour provenir d'un canard ou d'une oie. On aurait dit des éclaboussures provoquées par une personne. J'ai ouvert la porte de la véranda et je suis sorti sur la terrasse. J'ai regardé dans l'obscurité totale du jardin. J'entendais maintenant un homme fredonner en plus des éclaboussures. Quelqu'un nageait définitivement dans l'eau. C'était une intrusion, car chaque maison au bord de l'étang possédait une partie spécifique de celui-ci. Je suis rentré un instant pour allumer les lumières de la terrasse. Ce faisant, une petite partie de l'étang a été éclairée et les éclaboussures et le fredonnement se sont arrêtés. Qui que ce soit, il m'avait clairement vu. Je me suis demandé si c'était l'un des voisins qui faisait une baignade, ce qui semblait aussi étrange parce que personne ne nageait vraiment dans l'étang. Mais honnêtement, que ce soit un voisin ou non, je n'allais pas confronter qui que ce soit. Je suis rentré et j'ai éteint les lumières, verrouillant bien sûr la porte. J'ai envoyé un message à mon frère, qui était à l'université, pour lui en parler. Il n'a pas répondu tout de suite. J'essayais de ne pas me faire peur, mais regarder la télé après cela était difficile. Je n'arrivais pas à me concentrer sur l'émission. Je regardais par la fenêtre, mais tout ce que je pouvais voir dehors était l'obscurité. J'avais toujours la télé allumée en arrière-plan, sans réaliser à quel point la lumière de la télé serait visible de l'extérieur. Et puis j'ai cru entendre quelque chose sur la terrasse. Je me suis précipité pour trouver la télécommande et éteindre la télé. Quand la pièce est devenue noire et silencieuse, il m'a fallu quelques secondes pour m'adapter et réaliser qu'il y avait le son d'une respiration forte, juste à l'extérieur d'une des nombreuses fenêtres de la pièce. Je me suis instantanément allongé à plat sur le canapé pour essayer de me cacher, et après un court moment de silence, une voix profonde venant de l'extérieur de la fenêtre a dit « Je te vois ». Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je ne pouvais pas décider sur le moment si je devais parler ou continuer à me cacher. Alors j'ai juste lâché « Paul, c'est toi ». Paul était le nom d'un de nos voisins. J'ai dit cela en m'accrochant à l'espoir que c'était peut-être lui qui me faisait une blague. Mais l'homme dehors n'a pas répondu. J'ai juste entendu des pas s'éloigner. Alors que le bruit des pas nus s'estompait dans le silence,
Je restais toujours allongé sur le canapé, trop effrayé pour bouger. Je suis resté allongé pendant quelques minutes avant que l'idée de vérifier que toutes les portes étaient verrouillées ne me vienne à l'esprit. J'ai bondi du canapé et j'ai couru droit vers la porte d'entrée. Elle était verrouillée, tout comme la porte d'entrée latérale. Après un moment, et après avoir envoyé des messages à toute ma famille pour leur raconter ce qui se passait, mon père m'a dit d'allumer les lumières du jardin et de vérifier si quelqu'un était encore dehors. Il m'a essentiellement dit d'être l'homme de la maison et de la protéger. Alors j'ai obéi et j'ai vérifié la terrasse arrière par la fenêtre. C'était clair. J'ai pris un grand couteau avec moi et je suis sorti sur la terrasse. J'ai regardé en bas et il y avait des empreintes, de pas mouillés, à moitié séchés, mais je pouvais voir que c'étaient des empreintes de pieds nus. J'ai suivi la piste d'empreintes autour de la partie latérale de la terrasse et ce que j'ai vu était terrifiant. Le haut de la tête de quelqu'un, notamment ses yeux et son front, dépassait juste au-dessus du bord de la terrasse depuis le sol en dessous, me regardant comme s'il m'avait entendu arriver et m'attendait. Lorsque nos regards se sont croisés, il s'est détourné et à ce moment-là, j'étais prêt à appeler les gendarmes. Je l'ai fait, avant même de prévenir mes parents. Je me suis enfermé à l'intérieur en les attendant, et quand ils sont arrivés, je me suis instantanément senti mieux. Ils ont posé des questions pour savoir si notre famille avait des ennemis ou des gens qui ne nous aimaient pas, ou si nous avions des problèmes avec des voisins. Ils ont fait un rapide tour de la propriété, puis sont partis. J'ai décidé de fermer toutes les fenêtres cette nuit-là et de faire fonctionner la climatisation juste pour plus de sécurité. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais simplement ravi de voir la lumière du jour. Je ne crois pas que cet homme soit jamais revenu chez nous, et nous ne savons toujours pas qui cela pouvait être. Mon meilleur ami Ricardo et moi avions 19 ans. Au risque de paraître prétentieux, nous venions tous les deux de familles aisées du nord du New Jersey et profitions de nos étés sur la côte du Jersey. Ma maison est à Belmar, dans le New Jersey, et la sienne est à Lavalette. C'était une nuit d'été ordinaire, en semaine, et Ricardo nous conduisait de ma maison à Belmar jusqu'à Lavalette, un trajet d'environ 1 heure. Pour être tout à fait honnête, je préférais traîner chez Ricardo, non seulement parce que c'était un peu plus agréable, mais aussi parce que l'ambiance générale de Lavalette est plus adaptée aux jeunes de notre âge. Si nous ne cherchions pas une fête dans les environs, nous pouvions profiter de quelques verres sur l'une des nombreuses plages privées où nous n'étions techniquement pas censés être. Je pourrais continuer longtemps à parler des choses à faire sur la côte, mais pour être bref, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors que nous roulions, nous avons convenu d'opter pour une soirée plus tranquille, sans fête ni rien de ce que nous ferions normalement. Nous avons décidé de prendre quelques bières, de rouler un joint et de nous détendre sur l'une des plages privées sous les étoiles. Honnêtement, ça semblait génial. Nous avions fait pas mal la fête avec certains de nos autres amis. Une pause était bien nécessaire. Pour ceux qui ne connaissent mal pas la disposition de Lavalette, il y a un côté plage et un côté baie. La plupart des plages ont une dune vraiment haute et une pente raide en s'approchant de l'océan. Si vous vous teniez au bord de l'océan et que vous regardiez en arrière, vous verriez une colline de sable assez imposante. Après avoir bu quelques verres chez Ricardo, nous avons pris des vélos dans son garage et nous nous sommes dirigés vers la plage de notre choix. Pour une raison quelconque, Ricardo insistait pour aller plus loin que je n'avais jamais été. Ce que je ne comprenais pas vraiment,
puisque toutes les plages étaient à peu près les mêmes. Je ne voyais pas d'inconvénient à faire un plus long trajet à vélo, alors j'ai suivi. Finalement, Ricardo a choisi une plage d'apparence déserte, au bout de la route, sans voiture garée. Toutes les maisons de la rue avaient leurs lumières éteintes. En fait, je préférais ça. C'était à l'époque où le cannabis était illégal dans le New Jersey, et nous n'étions pas très enthousiastes à l'idée de nous faire prendre. De plus, nous avions quelques boissons avec nous malgré le fait que nous n'avions que 19 ans. Nous avons caché nos vélos sous des buissons, puis nous nous sommes dirigés vers la plage. Nous avons allumé notre joint et fumé sous les étoiles, le seul bruit étant les légères vagues de l'océan et le vent qui les accompagnait. La plage s'étendait à l'infini, dans les deux directions, et le sable était frais sous nos pieds. Nous sommes devenus progressivement plus ivres, tandis que nous remplissions l'air de rires et de conversations. Finalement, nous nous sommes simplement allongés dans le sable, regardant un ciel rempli d'étoiles, dans l'espoir d'apercevoir une étoile filante. C'est alors que nous l'avons entendu. Je l'ai entendu en premier. C'était presque indétectable. Le son ressemblait à un bourdonnement métallique, un peu comme le son qu'on entendrait dans un immense gymnase, avec de grands projecteurs au plafond. Je ne peux vraiment pas mieux décrire le son. C'était un faible bourdonnement métallique qui ne pouvait absolument pas être causé par quoi que ce soit sur la plage. Je me suis redressé et j'ai regardé Ricardo, et j'ai pu voir le moment où il a commencé à l'entendre aussi. Nous avons tourné nos têtes dans toutes les directions, scrutant l'obscurité à la recherche de la source du bourdonnement. Étrangement, il était difficile de déterminer exactement d'où venait le son. C'était simplement trop faible pour le dire. Nous commencions à avoir peur, mais nous étions trop terrifiés pour bouger. Nous supposions que quoi que ce soit qui faisait ce bruit s'en irait et que nous n'aurions pas à nous en inquiéter. Il était littéralement impossible qu'on puisse nous voir depuis notre position sur cette plage. Il faisait beaucoup trop sombre et le bruit de l'océan couvrait certainement tous les sons que nous avions pu faire. Je sais que ça ne semble pas particulièrement effrayant, mais je mentirais si je disais que mon cœur ne battait pas la chamade. Le bourdonnement continuait, et après quelques minutes supplémentaires, Ricardo m'a fait signe de le suivre. J'ai acquiescé. Partir était définitivement la meilleure option. Comme dans une scène de film, à la seconde exacte où nous nous sommes levés, le bourdonnement est passé de 1 à 5. Il m'a fallu toute ma maîtrise de soi pour résister à l'envie de crier de peur. Ce n'était pas un changement progressif, le son a littéralement augmenté en une fraction de seconde, et il venait définitivement de notre droite. J'ai senti les poils de ma nuque se hérisser, et une vague de peur m'a envahi, crispant mon corps de la tête aux pieds. Nous fixions l'obscurité, et ne voyions toujours rien. Mais maintenant le bourdonnement semblait si proche de nous que nous avons instinctivement commencé à courir vers la dune de sable. Je ne savais même pas de quoi nous fuyions. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas, et que quelqu'un ou quelque chose était après nous. Alors que nous étions à mi-chemin de la dune, j'ai senti Ricardo poser une main ferme sur mon épaule, m'arrêtant brusquement. Au début, j'étais confus, mais ensuite j'ai vu ce sur quoi son regard était fixé. J'ai levé les yeux vers la dune et je l'ai vu. Il y avait une silhouette sombre qui se tenait immobile au sommet de la dune. Ses bras étaient étrangement longs, atteignant presque ses genoux. Elle était ridiculement grande et j'étais choqué de voir comment elle arrivait à se tenir si immobile. C'était vraiment terrifiant. Ricardo m'a crié dessus, brisant mon regard fixé sur la silhouette, et nous avons continué à courir, cette fois parallèlement à la plage. Nous avons couru jusqu'à l'entrée de la dune suivante et avons sprinté sur la pente.
En arrivant au sommet, nous avons regardé en arrière d'où nous venions. Je me souviens encore de la vue terrifiante qui a suivi. Non seulement la silhouette sombre était toujours sur la dune, mais il y en avait peut-être 3 ou 4 de plus qui se tenaient immobiles sur la pente, chacune semblant nous faire face. Nous n'avions pas le temps de retourner chercher nos vélos, optant plutôt pour courir tout le chemin jusqu'à la maison. Le lendemain matin, nous avons retracé nos pas, mais n'avons pas pu retrouver ces vélos. Peut-être qu'ils avaient été volés, ou peut-être que celui ou ce qui nous traquait la nuit précédente y était pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais vécu quelque chose de plus effrayant sur une plage et j'ai encore du mal à expliquer la plupart de ces événements. La chose la plus étrange pour moi est que je n'ai jamais pu déterminer ce qu'était ce bourdonnement et à ce jour, je n'ai rien entendu qui s'en rapproche, même de loin. L'été dernier, à 22 ans, j'étais loin d'être un fêtard. Quand je sortais, c'était généralement sous la pression de mes amis. Cette nuit-là ne faisait pas exception. Mon pote Philippe m'avait invité à une soirée improvisée chez un certain Randy. Réticent mais curieux, j'avais accepté. On devait s'y retrouver, mais au dernier moment, Philippe m'a lâché. Me voilà donc, planté devant une maison inconnue, hésitant entre faire demi-tour ou tenter l'aventure. Finalement, je me suis décidé à entrer. Randy, le propriétaire, m'a accueilli chaleureusement. L'ambiance était plus détendue que je ne l'aurais cru, et j'ai commencé à me laisser aller, enchaînant les verres. Vers 2 heures du matin, la tête me tournait. J'ai cherché un coin tranquille pour reprendre mes esprits. Après avoir erré dans les étages, j'ai fini par trouver une sorte de grenier poussiéreux. J'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air frais me revigorer. C'est alors que j'ai entendu un bruit sur le toit. Intrigué et désinhibé par l'alcool, je suis sorti par la fenêtre. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. 2 silhouettes masquées, des sacs à la main, sortaient d'une autre fenêtre. Des cambrioleurs. Mon cerveau embrumé a mis du temps à réagir. Devais-je crier, les confronter? Et s'ils étaient armés? Dans ma confusion, j'ai trébuché, attirant leur attention. L'adrénaline a pris le dessus. Je ne pouvais pas les laisser s'enfuir après l'accueil chaleureux de Randy. J'ai suivi les intrus, tentant d'appeler la police. Mais mon téléphone m'a échappé des mains, alertant les voleurs. Dans un élan de bravoure ou de folie, j'ai arraché une tuile et l'ai lancée vers eux. J'ai manqué ma cible, mais l'un des cambrioleurs a perdu l'équilibre, dégringolant du toit pour s'écraser au sol. Son complice s'est enfui par un arbre voisin. Les sirènes de police ont retenti. Quelqu'un d'autre avait dû les appeler. J'ai titubé jusqu'au rez-de-chaussée pour prévenir Randy. La fête s'est brusquement arrêtée, laissant place au chaos et à l'incrédulité. La police est arrivée, arrêtant le cambrioleur blessé. Son complice avait disparu dans la nuit. Randy m'a remercié chaleureusement, encore sous le choc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée chez Randy, j'ai découvert la suite cauchemardesque de cette nuit. La maison avait changé. Portes et fenêtres renforcées. Système de sécurité dernier cri. Randy nous a raconté l'enfer qu'il vivait depuis le cambriolage. Le voleur arrêté n'avait pas dénoncé son complice, et ce dernier semblait avoir juré vengeance. Des lettres de menaces, des photos inquiétantes de la famille, des rôdeurs autour de la maison. La vie de Randy était devenue un thriller angoissant. Son père avait transformé la maison en forteresse, mais la peur persistait. Alors que l'été approche à nouveau, je ne peux m'empêcher de penser à Randy et à sa famille. Que leur réserve l'avenir?
Le cambrioleur en fuite reviendra-t-il terminer ce qu'il a commencé? Une chose est sûre, cette nuit de fête a marqué le début d'un cauchemar dont personne ne voit la fin. C'était il y a un mois que tout a commencé, mais laissez-moi vous plonger dans mon univers. À 24 ans, je vis encore chez mes parents dans une maison modeste, où chaque centime que je gagne est vital pour notre survie. L'ambiance y est électrique, les disputes fréquentes, et je me réfugie souvent dans ma bulle pour échapper à cette tension constante. Mon échappatoire, le fitness, c'est ma thérapie, mon exutoire. À 10 minutes en voiture de chez moi, se trouve un parc avec des équipements de musculation en plein air. J'aime m'y rendre la nuit, quand la ville dort, et que la nature apaise mon esprit tourmenté. Cette nuit-là, l'air était lourd, presque suffocant. Le mercure frôlait les 30 degrés, fuyant une énième dispute parentale. Je me suis glissé hors de la maison. Ma vieille Corolla blanche m'attendait, fidèle compagne de mes escapades nocturnes. Le moteur a toussé avant de s'ébrouer, et j'ai filé vers mon havre de paix, cheveux au vent. Arrivé au parc désert, je me suis dirigé vers les barres de traction. La vue sur la ville endormie en contrebas ajoutait une touche de magie à ce moment. J'ai commencé mes exercices, me perdant dans l'effort, oubliant le monde qui m'entourait. C'est alors que je l'ai senti, cette présence, ce frisson glacé qui a parcouru ma colonne vertébrale. Je me suis retourné brusquement, et là, à quelques centimètres de mon visage, se tenait un homme. Grand, l'air hagard, un sourire dément plaqué sur ses lèvres gercées. J'ai hurlé, bondi en arrière. Son rire rauque a déchiré le silence de la nuit. « Désolé, je ne voulais pas t'effrayer », a-t-il gloussé. Ses yeux, deux billes folles, ne me quittaient non pas. « Je te vois souvent ici, tu pourrais m'apprendre ?» Mon cœur battait la chamade. J'ai balbutié une excuse, repris mes exercices, espérant qu'il partirait, mais je sentais son regard me brûler la nuque. Et puis, l'impensable s'est produit. Dans un murmure, il a prononcé mon nom complet. La panique m'a submergé. Sans réfléchir, j'ai couru vers ma voiture, sentant sa présence menaçante derrière moi. Avant de quitter le parc, j'ai jeté un dernier regard. Il était là, suspendu à la barre, imitant mes mouvements, avec une précision effrayante. Le lendemain, une enveloppe m'attendait devant chez moi. À l'intérieur, 10 photos, 10 instantanés de ma vie. Moi au travail, dans ma voiture, au parc. La plus terrifiante, moi, endormi, photographié depuis l'extérieur de ma chambre. La nausée m'a envahi. J'ai quitté mon chantier en catastrophe, direction le commissariat. J'ai montré les photos, décrit l'homme du parc. Les policiers ont promis d'enquêter, mais je sentais bien que sans preuve concrète, l'affaire risquait de traîner. Depuis, c'est l'enfer. Des coups à la porte, en pleine nuit. Des mots doux, laissés sur ma voiture. La peur qui ne me quitte plus. Mes parents, pour une fois solidaires, cherchent une nouvelle maison. Mais avec nos moyens limités, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vis dans la crainte, dormant d'un œil, sursautant au moindre bruit. Qui est cet homme? Que me veut-il? Combien de temps avant qu'il ne passe à l'acte? Dans cette chaleur étouffante de l'été, un froid glacial s'est emparé de mon existence. Chaque jour est une lutte, chaque nuit un cauchemar. Mais je ne lâcherai pas. Je découvrirai qui est ce stalker et je mettrai fin à ce jeu macabre, quoi qu'il m'en coûte. Les plages m'ont toujours terrifié. Enfin, pas toujours.
Ma peur est le résultat direct de ce que je vais vous raconter. Enfant, j'adorais le bord de mer. Je me souviens avoir passé de nombreux étés à attendre avec impatience le week-end où ma famille et moi irions à notre maison de plage, ou si j'avais de la chance, il me laisserait le passer chez mon ami Charles, ce qui était encore plus amusant. J'avais 6 ans, et c'était l'un de ces week-ends d'été spéciaux. Charles, notre troisième ami Riley et moi allions passer quelques jours sans supervision dans la maison de plage de Charles à LBI. Riley avait 1 an de plus que Charles et moi et venait d'obtenir son permis, donc nous descendrions dans sa voiture. Le trajet était fantastique. Riley était un conducteur assez maladroit à l'époque, donc la majeure partie du voyage se passait à rire de ses zigzags et de ses jurons sur la route. C'était génial. Nous sommes arrivés à LBI en bon temps et avons immédiatement déplacé toutes nos affaires de la voiture aux chambres où nous allions séjourner. La disposition de la maison est importante pour l'histoire, donc je vais la décrire brièvement. Il y a une porte d'entrée, une porte de garage qui relie l'arrière à la cour, avant, une porte coulissante à l'arrière et une terrasse à l'étage qui relie les chambres. Il y a aussi un escalier en colimaçon qui permet d'aller directement de la terrasse arrière au sol, donc on peut entrer et sortir de la maison depuis l'étage. La maison est située le long d'une lagune, ce qui signifie que l'arrière de la maison fait face à un étroit chenal d'eau, avec des maisons de l'autre côté. Nous étions à cet âge mûr où draguer les filles était une priorité, et une belle maison de plage, rien que pour nous, était l'occasion parfaite. Nous avons passé quelques heures à déterminer quelles filles étaient sur la côte à ce moment-là, et leur avons parlé sur Snapchat. Finalement, nous avons trouvé un groupe de 3 jolies filles qui ont dit qu'elles seraient partantes pour venir se détendre chez Charles. J'avais plus que suffisamment de weed pour tout le week-end et nous avions subtilisé quelques bouteilles d'alcool de nos parents avant de partir. C'était parfait. Les choses se passaient très bien. Les 3 filles, Rosie, Alexa et Sophie, étaient amusantes et flirteuses, et nous 3 pouvions deviner où la soirée allait probablement finir. À un moment donné, nous 6 avons décidé de fumer dans la piscine de l'arrière-cour de Charles. Elle était petite, mais parfaite pour 6 adolescents ivres. Je me souviens vivement de la scène, la douce brise de la baie, soufflant dans mes cheveux, la vapeur de l'eau chauffée s'élevant lentement avec les bouffées de fumée des joints. À notre âge, c'était le bonheur. Mais soudain, Charles a baissé complètement la musique et a fixé par-dessus mon épaule l'obscurité de la lagune. Confus, je me suis retourné, scrutant l'obscurité. Je pouvais vaguement distinguer les maisons de l'autre côté de la lagune, mais je n'étais pas sûr de ce que Charles regardait. Une des filles a demandé à Charles pourquoi il avait baissé la musique et il a chuchoté qu'il avait vu quelqu'un debout sur le quai, en face de la maison. J'ai pensé qu'il se moquait de nous, alors j'ai commencé à rire. Qui s'en soucie, mec? Des gens vivent littéralement ici, ai-je dit. Charles a secoué la tête. Je connais personnellement cette famille. Mes parents ont dit qu'ils étaient en Floride pour la semaine. En toute honnêteté, je pensais toujours que ce n'était pas grave ou qu'ils plaisantaient. Alors j'ai continué à ricaner. Les filles étaient un peu effrayées cependant et ont dit qu'elles voulaient être rentrées. Je n'allais pas argumenter, alors nous 6 avons commencé à sortir de la piscine. Alors que nous nous séchions dans la cour, Riley a sursauté et juré, regardant vers la lagune. Le reste d'entre nous s'est retourné, et même si la lumière était faible, je pouvais définitivement voir ce qui ressemblait à un mouvement venant du quai opposé. Nous 6 sommes restés figés sur place, essayant d'avoir un meilleur aperçu de ce que nous regardions. Juste à ce moment-là,
Une voiture qui passait sur la route en face de nous a éclairé la scène très légèrement, et la vue était horrifiante. Il y avait 4 silhouettes hautes debout, au bord du quai, nous faisant face. Il était impossible de dire ce qu'elles portaient ou à quoi elles ressemblaient, mais il n'y avait aucun doute qu'elles étaient tournées dans notre direction. « Rentrez maintenant », dit Charles d'une voix tremblante, nous faisant signe vers la porte coulissante. Alors que nous nous précipitions à l'intérieur, j'ai entendu un son distinct qui reste le bruit le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. 4 éclaboussures consécutives ont retenti derrière nous. Ces types traversèrent la lagune à la nage. Nous étions en mode panique totale à ce moment-là. Les filles ont crié pendant que Riley claquait la porte coulissante et la verrouillait. Charles a rapidement couru vers l'avant pour verrouiller cette porte aussi. Et nous 6 avons couru vers la pièce qui n'était pas visible de l'extérieur. Nous avons attendu en silence, horrifiés par ce que nous pourrions entendre ensuite. Quelques minutes sont passées, toujours rien. Soudainement, Riley a juré, nous révélant qu'il avait oublié de verrouiller la porte coulissante de la terrasse. Charles a commencé à paniquer, sachant que cette maison allait être cambriolée. C'est alors que nous avons entendu des pas doux et étouffés au-dessus de nous. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aucun d'entre nous n'avait d'armes sous la main, et nous étions tous intoxiqués. Donc fuir était vraiment notre seule option. Nous 6 avons sprinté vers la porte d'entrée, et nous sommes précipités vers la voiture, que Riley a démarré en un éclair. Le chaos de tout cela était trop pour Riley à gérer, et il a détruit la boîte aux lettres de Charles en sortant de l'allée. Une fois que nous étions assez loin, nous avons appelé la police. L'épreuve était un cauchemar. Nous sommes retournés à la maison une fois que la police l'avait fouillée, mais les nouvelles étaient dévastatrices. Tous les objets de valeur à l'étage avaient disparu. Mais ce n'était pas le pire. Le bateau, Boston Whaler, de taille moyenne, appartenant à la famille de Charles, avait également été volé, probablement comme véhicule de fuite. Le père de Charles avait l'habitude de garder un jeu de clés de rechange dans une petite trappe sous le volant, ce qui, selon la police, expliquait comment les coupables s'étaient échappés si rapidement. Comment ils savaient où la clé était cachée est quelque chose que je me demande encore. La police n'a jamais pu arrêter les auteurs et ne le fera probablement jamais. Charles, Riley et moi pensons que ceux qui ont cambriolé la maison pourraient être quelqu'un qui connaissait la famille de Charles et savait où était la clé, et que la maison était censée être vacante ce week-end-là. Cela fait longtemps que cet événement glaçant a eu lieu, mais je n'ai pas laissé passer un jour sans verrouiller chaque porte et fenêtre de ma maison. Faites-vous une faveur et verrouillez vos portes la nuit. Jusqu'à mes 25 ans environ, j'ai vécu dans une ville balnéaire. Mon quartier se trouvait à environ 20 minutes à pied de la plage. Je dirais que 80% de ma personnalité était liée à la plage. Je pratique le surf depuis plus longtemps que je ne sais parler, et il serait étonnant que je secoue une paire de chaussures sans qu'un peu de sable n'en tombe. Mes 2 meilleurs amis, appelons-les Arman et Chuck, étaient extravertis, sociables et charismatiques. Nous avions tous 18 ans et étions très obsédés par les filles. C'était un samedi soir, fin mai, quelques semaines avant la fin de l'année scolaire. La senioritis s'était installée depuis longtemps, et à ce stade, mes amis et moi repoussions régulièrement les limites de ce que nous pouvions faire sans avoir d'ennui. Nous avions déjà été acceptés dans nos universités mixtes, donc nous ne nous préoccupions plus vraiment du lycée. Arman et moi avions prévu de retrouver 2 filles
de notre lycée, avec lesquels nous nous entendions très bien à l'école. Le plan était de les récupérer en soirée et de profiter d'une nuit fraîche et venteuse sur la plage. Nous avions des couvertures et quelques bouteilles de vin, la combinaison parfaite pour observer les étoiles sur la plage. Je ne cautionne en aucun cas la conduite en état d'ivresse, mais j'étais juste un gamin stupide à l'époque. Je suis arrivé chez Sofia juste après 21h. Elle et les Fran sont sortis en dansant jusqu'à la voiture. Il était clair qu'elles avaient déjà un peu bu auparavant. Arman et moi avons échangé des sourires excités. La soirée allait être amusante. J'ai pris une route pittoresque vers une plage magnifique. Le trajet a duré environ 30 minutes. Pendant tout ce temps, nous nous sommes bien amusés dans la voiture, plaisantant et parlant de certains amis communs. À un moment donné, Fran et moi avons eu une conversation philosophique très profonde sur la nature du temps et de la mort. Nous apprécions beaucoup la compagnie les uns des autres. La plage spécifique que j'avais choisie avait un chemin de terre où l'on pouvait conduire une voiture. De là, il y avait un sentier de sable plus étroit que nous emprunterions à pied. Le chemin était en fait assez raide, mais je l'avais choisi parce que nous avions moins de chances de rencontrer d'autres personnes dans un endroit aussi isolé. De plus, cette plage était plus éloignée de la promenade principale, donc le ciel serait plus clair pour l'observation des étoiles. J'avais tout prévu. J'ai garé ma voiture le plus loin possible sur le chemin de terre, et nous sommes tous les quatre sortis. Arman et moi portions les couvertures et le vin. Je vais passer rapidement sur les détails ennuyeux. Après quelques heures et une bouteille vide, Arman et moi nous sommes séparés. Lui et Fran ont marché le long de la plage dans une direction, tandis que Sofia et moi sommes partis dans la direction opposée. Après nous être éloignés d'une distance décente et dans l'obscurité, j'ai étendu ma couverture et nous nous sommes endormis dessus, ivres avant que quoi que ce soit ne se passe. Soudain, Sofia s'est tendue. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose que j'avais fait. Mais ensuite, elle a chuchoté « Tu entends ça ?» J'ai concentré mon attention et tendu l'oreille, essayant d'entendre autre chose que le doux bruit des vagues de l'océan. Je pensais qu'elle était juste ivre, mais à ma surprise, j'ai effectivement entendu quelque chose. On aurait dit un bourdonnement, comme le bruit que ferait un petit moteur. Le son semblait se déplacer. Je n'arrivais pas à déterminer d'où il venait exactement. Puis il a semblé s'estomper dans le néant. « Ce n'est rien », l'ai-je rassuré, désireux de reprendre ce que nous faisions. Et c'est ce que nous avons fait. Peu après, j'ai récupéré ma chemise dans le sable, l'ai secouée avant de la passer par-dessus ma tête. À ce moment-là, Sofia, qui était toujours allongée sur la couverture, a poussé un cri. Je me suis retourné pour la regarder et j'ai vu qu'elle pointait quelque chose du doigt vers le haut. J'ai levé les yeux, mais je ne voyais rien d'autre que l'obscurité du ciel. Je me suis assis à côté d'elle pour avoir un meilleur angle de vue et j'ai été horrifié. De son point de vue, la lune était parfaitement alignée avec ce qui semblait être un drone, flottant directement au-dessus de nous. Il a plané encore un moment avant de filer dans le ciel sombre et de disparaître de vue. Tout prenait sens. Ce bruit que nous avions entendu auparavant était à 100% celui du drone. Je me suis énervé contre moi-même de ne pas l'avoir réalisé sur le moment. Puis j'ai eu la nausée à l'idée d'avoir été observé tout ce temps. J'ai jeté un coup d'œil à Sofia et j'ai pu voir qu'elle ressentait exactement la même chose. Elle a mis sa tête dans ses mains et a commencé à pleurer. Je l'ai consolée du mieux que je pouvais avant de suggérer que nous retournions à la voiture. Nous sommes tous les deux arrivés à la voiture pour trouver Arman et Fran déjà là.
J'ai rapidement expliqué la situation. Ils étaient en abasourdis et je pouvais sentir la joie dans l'air, littéralement aspirée. J'ai commencé à conduire en silence, en direction de la maison de Sofia, essayant finalement de détendre l'atmosphère avec un peu de conversation. Cela n'a pas fonctionné cependant. Les filles ont convenu qu'elles ne se sentaient pas en sécurité pour rentrer chez elles tout de suite. C'était un samedi soir, donc ça ne me dérangeait pas de rester dehors tard. J'ai demandé si nous pouvions traîner chez l'une d'entre elles. Elles ont toutes les deux secoué la tête en disant que leurs parents ne le permettraient pas. Ma maison était exclue pour la même raison, tout comme celle d'Armen. J'ai décidé de demander à Arman d'appeler Chuck, ce qu'il a fait. La maison de Chuck était immense et ses parents étaient super cool. C'était honnêtement l'endroit parfait. À notre grand plaisir, Chuck était libre. Je me suis garé dans l'allée de Chuck. Arman et les deux filles ont commencé à se diriger vers la porte d'entrée de Chuck et je leur ai dit que je les rattraperais dans une seconde. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir à tout ce qui venait de se passer. J'étais plus secoué que je ne le laissais paraître. Alors j'ai appuyé mon front contre le volant et fermé les yeux dans une tentative de me calmer un peu. Honnêtement, ces quelques secondes les yeux fermés m'ont vraiment aidé. Instinctivement, j'ai sorti mon téléphone, que je n'avais même pas touché depuis l'incident. L'écran s'est allumé et j'ai fixé la seule notification qui s'affichait. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour m'assurer que je n'imaginais pas. Tout mon corps s'est figé alors que je regardais avec horreur l'unique notification: AirTag trouvé se déplaçant avec vous. Toutes les émotions que je venais d'expulser de mon corps sont revenues en force. Nous étions littéralement suivis. Je suis sorti de ma paralysie et j'ai sauté hors de la voiture, examinant chaque centimètre du véhicule. Rien sur le pare-choc avant, rien dans la calandre et rien à l'arrière. J'ai commencé à désespérer, vérifiant les sièges et retournant les tapis de sol. Toujours rien. À ce moment-là, la sueur coulait le long de mon cou et je pouvais sentir les poils de mes bras et de mes jambes se hérisser. Je me suis mis à quatre pattes et j'ai commencé à examiner le dessous de ma voiture. Je suis arrivé au pneu côté conducteur et j'ai commencé à tâter autour du passage de roue. Et c'était là. Il était littéralement scotché sous le passage de roue. Impossible à trouver si on ne savait pas quoi chercher. J'ai tenu le tag dans ma main pendant quelques secondes, avant de le jeter par terre et de le réduire en morceaux. Celui qui nous avait observés sur la plage avec ce drone savait où nous étions. Je ne me sentais pas en sécurité dans l'allée de Chuck, tout seul. J'ai ramassé un des morceaux d'AirTag brisé et j'ai couru vers la porte d'entrée de Chuck. J'ai expliqué à tout le monde ce que j'avais découvert, leur montrant les morceaux d'AirTag comme preuve. Ils étaient encore plus horrifiés que moi, surtout les filles. Elles ont vérifié leur téléphone et ont vu la même notification. Chuck était particulièrement énervé car nous avions potentiellement été suivis jusqu'à sa maison. Après que la panique se soit calmée, nous avons passé le reste de la nuit dans le sous-sol de Chuck et avons fini par y dormir. Quelques semaines ont passé et rien ne s'est produit. Honnêtement, mes amis et moi étions heureux d'oublier toute cette histoire, supposant que c'était entièrement du passé maintenant. La seule façon dont nous pouvions rationaliser cela était de penser qu'un pervers voulait regarder des jeunes adultes flirter sur la plage et suivre leur voiture pour les effrayer. C'était effrayant d'y penser, mais nous étions soulagés que la situation n'ait pas escaladé. Un dimanche matin, environ 3 semaines après l'incident, j'ai reçu un appel de Chuck. Il a crié au téléphone pour que je vienne chez lui dès que possible, ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé, il se tenait dans son allée avec un air inquiet et des papiers à la main. J'étais confus
jusqu'à ce que je réalise ce qu'il tenait. Ce n'étaient pas des papiers, mais plutôt des photos. Je les ai examinées de plus près. C'étaient des photos de moi de cette nuit-là sur la plage. Elles étaient granuleuses et faiblement éclairées, mais on pouvait clairement voir Sophia et moi dans une position compromettante. J'étais dégoûté. Je ne pouvais qu'imaginer comment Sophia se sentirait en l'apprenant. Ne sachant pas quoi faire, nous avons appelé la police et expliqué la situation. Ils nous ont dit qu'il n'y avait essentiellement rien qu'ils puissent faire. Mais nous avons insisté pour qu'ils analysent au moins les photos à la recherche d'empreintes. Ils nous ont finalement rappelé en disant que les photos n'avaient rien révélé. Sophia était terrifiée à l'idée que celui qui les avait envoyées essaie de la faire chanter, et je craignais la même chose. L'expérience était carrément traumatisante. Heureusement, rien ne s'est jamais produit après cela. Probablement parce que nous avions impliqué la police. Sophia n'a jamais été tout à fait la même avec moi après ce qui s'est passé, et je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux qu'espérer que ces photos ne réapparaîtront pas plus tard dans ma vie. L'été est, de loin, la plus belle saison. C'est une conviction pour laquelle je me battrai jusqu'au bout. Mon amour pour l'été ne tourne pas autour des fêtes ou de l'alcool, comme on pourrait le penser. Non, pour moi, la nature, la chaleur et le plein air sont indissociables. Je vous garantis que lorsque la chaleur s'installe, je passe plus de temps dehors que dedans. C'était une chaude nuit de mi-juin, il y a quelques étés. J'avais 17 ou 18 ans à l'époque. Pour situer le contexte, il y a une immense réserve naturelle près de chez moi. Quand je dis immense, je ne plaisante pas. Elle fait près de 400 hectares. Même aujourd'hui, je suis certain qu'il y a encore des parties que je n'ai pas explorées. 2 de mes amis et moi avions décidé de passer une nuit à camper dans ces bois. Techniquement, c'était strictement interdit et à la limite de l'illégal, mais nous pensions qu'il n'y avait aucune chance que quelqu'un nous trouve dans cette forêt dense. Il suffisait de s'enfoncer le plus profondément possible. Chuck était le fanatique de camping du groupe. Je vous jure, ce gamin adorait jouer au scout et connaissait probablement une centaine de nœuds différents. Notre autre ami, Jackson, fournissait toujours les boissons. S'il n'y avait pas d'alcool, il n'était pas content. C'était comme ça avec Jackson. Je me souviens de la douce brise d'été qui soufflait dans mes cheveux, tandis que nous chargions la voiture de Jackson. Le temps était idéal. Ni trop froid, ni trop chaud. Quelques bières plus tard, nous nous retrouvions à transporter notre matériel de camping à travers les bois vers 23h30. Je ne peux pas mentir, je commençais à sentir l'alcool faire effet pendant notre marche. Chuck avait toujours avec lui cette lampe torche de qualité industrielle, donc l'obscurité de la forêt n'était pas vraiment un problème. Malgré mon amour pour le plein air, traverser des bois épais à cette heure-ci était un peu effrayant, même avec la lampe de Chuck. Après presque une demi-heure de marche ininterrompue, nous avons trouvé une petite clairière plate, idéale pour installer notre camp. Nous avons monté notre tente selon les instructions de Chuck et installé nos chaises. Le feu était l'étape suivante. Chuck prit encore une fois les devants, et quelques minutes plus tard, nous avions un feu de camp assez décent. Jackson plongea la main dans son sac et me lança une autre bière. Il sortit ensuite son enceinte JBL et commença à jouer de la musique. L'ambiance était parfaite et nous avons dû parler et boire pendant au moins 2 heures. Nous étions tous pas mal ivres à ce moment-là et je pouvais voir que les autres gars étaient prêts à aller se coucher. Jackson baissa la musique
et commença à ramasser les canettes de bière vides. C'est alors qu'un sifflement assourdissant déchira le silence. J'ai failli sauter de ma chaise, passant d'un état d'ivresse à une alerte maximale en quelques secondes. Je ne sais pas comment le décrire. Le sifflement était anormalement fort, mais semblait pourtant distant. Jackson éteignit rapidement l'enceinte et nous nous sommes assis en silence, échangeant des regards inquiets. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Nous sommes restés figés sur place pendant ce qui semblait une éternité, écoutant attentivement notre environnement. Mais il n'y avait rien. C'était presque plus silencieux maintenant que lorsque nous étions arrivés. Un silence de mort, pas même les bruits habituels de la forêt auxquels on s'attend. J'ai profité de ce moment pour repasser le sifflement dans ma tête. Ce n'était définitivement pas un bruit d'animal. La meilleure façon de le décrire serait un sifflement standard qu'on entendrait dans un stade. Chuck brisa finalement le silence, nous exhortant à voix basse à faire nos bagages et à partir. Jackson et moi n'étions pas d'accord avec ce plan. Nous risquions de rencontrer celui qui avait fait ce bruit, ce qui me terrifiait. Il était plus de 3 heures du matin à ce moment-là, et une rencontre à cette heure-ci ne pouvait signifier que des ennuis. Chuck émit l'hypothèse que celui qui avait fait ce bruit était probablement au courant de notre présence. Une pensée glaçante. Je ne savais pas quoi faire. D'un côté, rester sur place allait à l'encontre de tous mes instincts de survie. D'un autre côté, faire nos bagages et partir à cette heure-ci ne semblait pas une bien meilleure option. Nous avons finalement décidé d'attendre. J'allais éteindre le feu, mais Chuck m'en dissuada, disant qu'un feu repousserait les animaux dangereux. C'est seulement à ce moment-là que la gravité de la situation me frappa de plein fouet. Nous étions littéralement à des kilomètres de toute civilisation. Il était 3 heures du matin et il y avait une entité inconnue quelque part dans l'obscurité. Une dizaine de minutes s'écoula et nous avions repris notre conversation, mais à un volume beaucoup plus bas et sans musique. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous se sentait en sécurité pour aller dormir. Et puis, du coin de l'œil, je l'ai vu. Quelque chose de petit a volé par-dessus l'épaule de Jackson et a atterri directement dans le feu. C'était un pétard. J'ai hurlé de terreur alors qu'il commençait à crépiter dans le feu. Chuck jura et bondit de sa chaise, s'élançant dans l'obscurité. Jackson et moi nous sommes précipités pour le suivre, abandonnant toutes nos affaires. Nous avons rattrapé Chuck, dont la lampe de poche balayait frénétiquement les bois alors qu'il sprintait. Nous avons couru jusqu'à ne plus pouvoir et Jackson s'est penché pour vomir. Chuck éteignit la lumière et nous sommes restés là, haletants, essayant de déterminer si nous étions suivis. À ma grande surprise, il ne semblait pas que quelqu'un nous ait suivis. Je ne pense pas avoir jamais eu aussi peur. Pourquoi diable quelqu'un aurait-il fait ça? Nous devions décider quoi faire. Jackson voulait simplement trouver notre chemin hors des bois et ne jamais revenir, mais Chuck était réticent à abandonner tout son matériel de camping. De plus, il nous rappela que le feu était toujours actif. J'étais abasourdi. Comment pouvait-il se préoccuper des feux de forêt après ce qui venait de se passer? Finalement, j'ai accepté de retourner vérifier le site avec Chuck. Après tout, personne ne nous avait réellement poursuivis. Il y avait donc une légère possibilité que celui qui avait lancé ce pétard ne faisait qu'une blague cruelle. Chuck était un expert en navigation et a réussi à retracer nos pas. Je pouvais distinguer la lueur du feu alors que nous approchions silencieusement. Avant que je ne puisse m'approcher davantage, Jackson a mis une main devant moi et a pointé du doigt, l'air horrifié.
J'ai plissé les yeux pour discerner la scène au loin. Ce que j'ai vu est probablement la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Il y avait 3 personnes, assises immobiles sur nos chaises, comme des statues. Celui dont je pouvais voir le visage semblait sans vie, la bouche grande ouverte. J'avais peur de bouger. Que faisait-il? Je réalisais qu'il ne parlait même pas. Ce n'était pas normal. Nous avons observé encore un peu avant de décider de reculer. Nous nous sommes retournés pour partir, mais le pied de Jackson a heurté une pierre, le faisant jurer de frustration. En quelques secondes, la lueur du feu s'est brusquement éteinte, comme si elle avait été recouverte d'un voile. C'était d'une rapidité effrayante. Nous n'avons pas traîné une seconde de plus. Nous avons à nouveau sprinté loin du site, mais cette fois, nous pouvions entendre des pas qui s'écrasaient derrière nous. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous avons foncé hors des bois et avons couru jusqu'à la voiture de Jackson. Par miracle, nous n'avons pas été suivis hors des bois. Aucun de nous n'a parlé pendant le trajet du retour, chacun perdu dans ses pensées. Le lendemain, Chuck a insisté pour que nous retournions sur le site, en plein jour, pour récupérer ses affaires. Jackson ne voulait rien avoir à faire avec ça, mais j'ai accepté d'accompagner Chuck. Après quelques recherches, nous avons finalement trouvé le site, qui semblait largement intact, du moins jusqu'à ce que nous nous approchions et que nous sentions l'odeur nauséabonde qui émanait de la tente de Chuck. Il l'a dézippé et nous avons trouvé un rat mort en décomposition. C'était écœurant. J'ai compris le message et je ne suis jamais retourné dans cette réserve depuis.